Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Petite intro juste pour dire qu'aujourd'hui on reçoit Gunther Pauli qui est un entrepreneur qui a fait énormément de business tout au long de sa vie. Donc on a un audio avec lui, enfin un audio, un Skype. Tu vas voir, la qualité elle est un peu pourrie, mais il est en Colombie, moi au Luxembourg. Alors bon bah voilà, il faut écouter plus que regarder. Allez, on regarde ça tout de suite, ou on écoute. Alors bonjour Gunther, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce petit interview. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le professeur Poli, entrepreneur. Tu as beaucoup de business, enfin tu as eu beaucoup de business dont le connu EcoVert, marque de détergent écologique. D'ailleurs, le côté écologique est très important puisque c'est le centre de tes préoccupations. À tel point que tu as créé un concept, la Blue Economy, qui est une économie basée sur le biomimétisme, c'est-à-dire copier la nature et la transposer à l'économie. Dans la nature, il n'y a pas de déchets inutiles, il n'y a pas de pollution, tout a une fonction. Pour être clair, tes différents business génèrent une plus-value, mais tout en régénérant l'environnement. La Blue Economy, c'est quand même 5 milliards d'euros investis et la création de 3 millions d'emplois. Et tu es aussi auteur de plusieurs ouvrages, tout particulièrement auteur de nombreuses fables destinées aux enfants. Tes fables sont dans le programme scolaire de Chine et elles ont pour but de les faire rêver et imaginer un monde meilleur qu'ils pourront créer plus tard quand ils seront plus grands. Tu es aussi le père de 6 enfants et, entre autres, tu as participé à l'écriture du protocole de Kyoto, il me semble, et bien d'autres choses, mais je vais arrêter pour le moment la présentation. Gunther, comment ça va? Mais très bien, mais qui es toi? Ouais, très bien. Tu es à Luxembourg. Je suis au Luxembourg, tu es en Colombie, c'est pour ça qu'on n'a pas un réseau incroyable. Mais on a eu ici au Luxembourg, en parlant d'environnement et d'écologie, on a eu 6 semaines non-stop sans pluie, de soleil intense, et ça n'arrive absolument jamais. On est déjà en petite période de sécheresse, alors que le Luxembourg, c'est vraiment normalement le pays de la pluie. Donc, il est vraiment temps d'agir. Alors, il y a un danger pour le vin. Il y a un danger, pardon, pour? Le vin. Oui, je pense effectivement que le vin et l'agriculture en général, il est un peu. Ben, on va voir. Là, il commence à repleuvoir, donc ça va peut-être repartir. Très bien. Ok, Alors, alors, euh, alors, tu es ici sur une très récente chaîne YouTube qui a pour but de libérer les gens du travail d'employés pour qu'ils puissent avoir du temps et de l'argent pour changer le monde. Car il y a du boulot et il est temps d'agir. Alors, ma première question que j'ai, c'est est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur? Est-ce qu'il faut un MBA ou bien n'importe qui possède de la volonté et de l'envie peut réussir? je dirais que tout le monde qui souhaite sortir de l'esclavage de l'emploi, c'est la personne qui est extrêmement bien préparée pour se lancer comme un entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat n'est pas si difficile. C'est-à-dire que chaque enfant, je suis convaincu que chaque enfant est né comme un petit entrepreneur. Jacques Piaget disait que chaque enfant est un petit scientifique. Non, 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 non. Chaque enfant est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut que nous réveillons l'entrepreneur qui est en nous parce que tout le monde souhaite faire et agir. C'est en général notre éducation qui nous a empêchés de vraiment devenir l'entrepreneur qu'on souhaite être. Mhm. Alors pour moi, tout le monde peut être. Parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, il y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir entrepreneurs, voire même changer le monde, mais ils ont cette petite voix qui leur dit, tu vas pas y arriver, ça sera trop difficile pour toi, ah, tu n'as pas les compétences, le monde est foutu de toute façon, n'entreprends pas, c'est trop risqué, reste à ta place. Que pourrais-tu dire à cette petite voix qui démotive tant de personnes d'agir? Alors moi, j'ai monté des cours qui s'appellent Comment monter l'entreprise sans argent et sans expérience. Et je crois qu'aujourd'hui, quand nous sommes obligés de transformer la réalité de la société, que nous passons de l'efficacité à la résilience, nous avons besoin de gens qui n'ont pas d'expérience et pas d'argent. Parce que c'est la seule manière transformer les choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette clarté que les modèles d'affaires qu'on nous a enseignés sont des modèles d'affaires avec lesquels vous êtes obligés de prendre des risques et que c'est évident que le grand risque vous donne la trouille. Eh bien,
il faut changer le modèle d'affaires, et quand vous changez le modèle d'affaires, vous prenez soin de vos propres risques et vous êtes capable de vraiment mettre à l'aise cette petite voix qui est dans tout le monde, mais qui est une petite voix qui est le résultat d'un passé, d'une formation, d'une culture qui n'est plus du tout ce que l'on a besoin de dire. Mhm. Exactement. Alors, la prochaine question rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, mais quand même, on va en parler puisque il y a certaines personnes qui veulent changer le monde et elles pensent que l'argent est quand même lié au capitalisme, à la surconsommation, et quelque part associent donc l'argent à quelque chose de néfaste. Et penses-tu que, alors tu dis qu'il n'y a pas besoin d'argent pour entreprendre, mais il y a quand même des gens qui, tu vois, ont le problème de dire, mais l'argent est forcément lié à quelque chose de néfaste, donc faire du business, ça va, c'est pas la solution. Alors penses-tu, toi, qu'il faut de l'argent pour améliorer le monde, c'est-à-dire de créer une plus-value et donc de l'argent, ou bien est-ce qu'il faut totalement s'en passer et partir sur des modèles totalement différents? Alors, pour reprendre tes derniers mots, c'est évident qu'il faut avoir quelque chose qui est tout à fait différent. Alors, au lieu de parler de fric et d'argent, il faut qu'on parle des plus-values qui sont pécuniaires, monétaires, et des plus-values qui ne sont pas du tout pécuniaires et monétaires. Je crois que c'est très important d'aller au-delà de l'argent, mais il faut reconnaître son plus-value. Ah, désolé, on a été un petit peu coupé. Tu as dit il faut reconnaître que. Il faut reconnaître que l'usage des mots et de temps en temps un blocage. Quand je vous dis que j'ai besoin de l'argent, je dis non, on a besoin des plus-values. Et les plus-values, ça inclut évidemment de l'argent. Parce que quelle est la créativité de l'être humain? La créativité de l'être humain est de s'imaginer des choses que les autres ne s'imaginent pas. Ce sont des plus-values. Moi, je peux m'imaginer la résilience de ma communauté, de ma famille, tandis que pour les autres, ils calculent l'argent qu'ils gagnent et à la fin d'un mois, le pouvoir d'achat qu'ils ont disponible. Il faut qu'on parle en termes très concrets. La vie des plus-values. Les plus-values, ça inclut l'argent. Mais nous avons des cas, des multiples cas, où il est possible de créer des plus-values avec presque rien. C'est notre grand cas que je soumets toujours, c'est le marc café. Le marc café, ça vaut rien. Mais si je fais pousser des champignons sur le marc café, en 2 semaines, j'ai des champignons que je peux vendre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé quelque chose qui n'a aucune valeur en quelque chose qui a de valeur. Et je crois que c'est cette transformation des choses qui n'ont pas de valeur en quelque chose qui ont de valeur qui nous permet de vivre et de bien vivre et de contribuer au bien commun. Mhm. D'accord. Alors, avant de passer justement à des cas concrets de business, tu viens d'en citer peut-être un. Est-ce que, comme ça, on change un petit peu après de sujet, mais est-ce que tu as un conseil, ou encore mieux, une de tes fables peut-être en tête, pour permettre aux personnes qui nous écoutent de sortir un peu de cet état de léthargie, pour qu'ils tapent sur la table un bon coup en disant ras-le-bol de ce système, il est temps de le changer, il est temps de passer à l'action. Pour que les fables passent par cet épisode de ah, c'est vrai, ouais, c'est possible, surprise, je ne savais pas, mais comment était-il possible que j'ignorais ça? Je crois que le plus important, c'est de ne pas de dire, et maintenant je suis l'entrepreneur. Non, non, non. C'est important de passer par cette étape dans la vie où on dit, ah ah, je ne savais pas. Ah oui, mais zut, comment est-il possible que les gens ne savent pas comment monte la pomme dans l'arbre? Comment est-il possible qu'on nous enseigne que comment tombe la pomme? Attends, Et si je l'on fais une petite fait. parenthèse, je suis désolé Gunther, la connexion est vraiment mauvaise. Est-ce que tu peux couper la vidéo? Peut-être on va juste faire avec l'audio, on t'entendra mieux. Alors, BQ, il faut que nous ayons autour de nous multiples expériences de ah ah, quelle surprise, je ne savais pas. Tu sais qu'il faut créer des moments où on se rend compte que le monde encore est quand même plein de surprises, plein de choses qu'on ne rendait pas du tout
compte que c'était possible même se poser la question, qui est l'évidence même, mais il n'y a personne qui sait me répondre, comme la fameuse question du radon qui se demande mais comment monte la pomme dans l'arbre. C'est évident, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas cette question-là? Pourquoi est-ce que tout le monde est là pour nous expliquer comment tombe la pomme, il n'y a personne qui est capable de répondre à la question quelles sont les 7 lois de la physique qui nous permettent que la pomme monte contre la loi de gravité. Et si tu es entouré de multiples surprises chaque jour, chaque semaine, eh bien, tu te prépares pour cette qui est la vie de l'entrepreneuriat. Hmm. Très beau, super. Alors, ben justement, puisque tu parles d'émerveillement de choses qu'on ne savait pas, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un ou deux projets de la Blue Economy qui sont pas assez connus et qui justement fait cet effet de waouh. Petit exemple, j'aimerais bien prendre un jus frais le matin. Qu'est-ce qu'on fait avec la peau des oranges? Bien, on les jette, peut-être on fait le compost. Mais nous avons déjà plus de 300 projets autour du monde. On prend la peau des fruits citriques, on les fermente dans une bouteille en verre qui est bien fermée, bien serrée, et en 2 semaines, on a un vinaigre qui est extraordinaire, produit de lessive, de lavage, de nettoyage, antibactérien en plus, pour la cuisine et les toilettes. Tu sais, Mathieu, c'est si simple que ça dérange. C'est Mhm. si simple qu'on peut le faire à la maison. C'est ce que j'avais demandé, Et tout ouais. d'un coup, je me dis, mais si c'est possible chez moi à la maison, dans mon petit appartement, je n'ai pas besoin de grand chose. Et en plus, si j'utilise des oranges qui sont bio, ma productivité de vinaigre se double. Alors j'ai le double beaucoup plus vite de meilleure qualité grâce au fait que j'ai des oranges et j'augmente mon pouvoir d'achat. Et une fois que j'ai mes 5-10 litres par jour parce que je ramasse les pots de fruits citriques de mes voisins. Alors tout le monde se met sur un jus de fruits bio le matin, ce qui est bien pour la santé et très bien pour avoir beaucoup plus de vitamine C. Et tout d'un coup, je développe un petit négoce qui m'apporte peut-être 5-10 euros par jour. Mais avant de savoir, je suis sur 50 euros par jour parce Mhm. que je ramasse les pots des cafés, des restaurants, et je commence à être le vecteur de la transformation de la région, de ma petite, euh, de ma petite zone d'influence. Et tout d'un coup, je gagne mon 50 euros par jour, je fais petite fortune, tu sais, 50 euros. Je me rappelle très bien quand j'avais mon premier travail où je gagnais 100 euros par semaine, 100 euros par mois, je me sentais riche avec Mhm. cet argent. Et je crois que cette expérience de pouvoir faire quelque chose soi-même et d'avoir un produit qui n'était pas trop compliqué à faire, qui répond à un besoin de base, parce qu'on ne s'imagine pas du tout des produits qui sont des produits pour exporter. Non, 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 non. On répond aux besoins de base de moi, de ma communauté, de ma famille, de mon entourage. Et je crois que c'est ça qui nous permet de démarrer. Surtout en Asie aujourd'hui, à Taïwan, il y a plus de 100 centres de production de ce vinaigre. Euh, et en plus, tu sais que quand tu fais, l'odeur qui sort de ce vinaigre est une odeur très agréable et c'est 100% naturel. Et ça, c'est techniquement difficile à faire ou bien tu dis on peut le faire dans un Ah appartement? non, l'avantage, c'est que quand je propose aux gens de faire pousser des champignons sur un arbre café, on a besoin de la souche pour démarrer. Quand je propose de démarrer avec les vinaigres et des pots de fruits citriques, on n'a même pas besoin d'une souche pour démarrer parce que les pots viennent déjà avec les souches bactériennes pour démarrer la fermentation anaérobique dans une bouteille en verre. Alors, Mhm. euh, c'est assez fascinant qu'il c'est possible de faire des choses simples chez soi et non pas seulement on a maintenant un produit pratique dont on a besoin, on élimine l'achat
des produits de vinaigre, des produits de lavage qui sont quand même dans des emballages en plastique qui contaminent. Tout d'un coup, je me rends compte que j'ai un impact immédiat dans mon entourage et l'environnement et je fais un peu d'argent. Mhm. Très bien. Et donc justement, sur ce type de modèle de petit business, est-ce que tu as des idées pour un Français en 2020, en plein milieu de la crise économique due au coronavirus, qu'il pourrait mettre en place pour faire ce type de petit business local? Alors le plus important, c'est toujours de faire un petit inventaire de tout ce qui est localement disponible et qui n'est pas usé. Quelles sont les mauvaises herbes qu'on n'aime pas, quels sont les déchets les plus importants que j'ai dans ma poubelle. Il faut toujours regarder un peu autour de soi et d'identifier ce qui est disponible qu'on peut convertir en quelque chose qui a de valeur. Mais aussi, il faut quand même se poser quelques questions supplémentaires parce que c'est pas seulement la nourriture, c'est pas seulement les boissons. On peut immédiatement aussi faire la réflexion sur Internet. Je suis convaincu que tout le monde est assez intéressé dans une connexion Internet à haut débit. Malheureusement, c'est toujours un peu cher ou c'est un peu compliqué parce que si tout le monde commence à faire le streaming Netflix, ce n'est plus disponible. Alors, tu sais que je prépare le voyage d'une vingtaine de villes en France pour quand même conjointement imaginer comment relancer l'économie locale. Et une des propositions que j'apporte partout, c'est les défis. Il faut changer les ampoules, il faut changer l'ampoule, il faut transformer l'Internet par radio, par onde radio, net par lumière. Et Mhm. tout d'un coup, on a besoin d'une nouvelle programmation des apps qui fonctionnent avec la lumière et pas avec les ondes radio. Tout d'un coup, j'ai l'opportunité de faire le gaming à haut débit. Tu t'imagines, on installe 4 ampoules streaming à 100 mégas par seconde. Si vous en avez 3, 4, 5, vous savez que comme gamer, vous êtes gagnant hein, sur les réseaux. Je crois qu'il faut qu'on regarde un peu des choses aussi simples comme la lumière qui pourrait devenir notre moyen de communiquer avec le monde que d'avoir une nourriture saine et de qualité et qui nous permet quand même de prendre soin de nous. Mhm. Tu penses, par exemple, que le Li-Fi, tu penses que ça peut être concurrent ou au moins aussi bien que le 5G qui lui est très controversé. Il y a beaucoup de gens qui râlent de cette avancée technologique qu'est le 5G. Est-ce que le Li-Fi, tu pourrais remplacer ça? Avant tout, le 5G n'est pas encore réalisé, n'est pas encore bien implémenté. Alors je crois que là, on a vraiment l'opportunité de faire la concurrence. Hein. Quand on parle des entrepreneurs, on souhaite avoir des entrepreneurs qui font la concurrence. Mhm. La concurrence, ça veut quoi dire? Moi, petit David, je suis contre Goliath. Goliath, comment est-ce que je vais gagner contre Goliath? Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est changer les règles du jeu. Si moi je souhaite concurrencer avec le 5G, il faut que j'ai quand même quelque chose qui est tout à fait différent et qui n'a rien à voir avec toute la logique qui propose le 5G. Alors au lieu de dire je suis mieux que le 5G, je dirais je suis tout à fait différent. La première chose qui est différente, c'est que j'utilise l'ampoule. Bien entendu, il faut acheter une ampoule équipée avec le Li-Fi. Mais tout d'un coup, au lieu de faire pour soi-même, on parle avec les voisins et on dit quels sont les 5-10 dans mon bloc d'appartement qui est prêt de changer à un Internet qui est basé sur le Li-Fi, la lumière. Et on fait une petite installation Li-Fi pour quelques appartements et tout d'un coup, on se branche sur le câble fibre optique et on se branche sur un réseau qui est beaucoup plus vite. Ce qui est l'avantage, c'est que le 5G a besoin des antennes qui sont en ligne et monoclus non bloquées. Ce qu'on peut faire avec la lumière, moi je suis convaincu que d'ici 3 ans,
on va dire le 5G, quelle bonne idée pour l'État français pour vendre des licences à 2 Hmm. milliards d'euros, mais le citoyen français souhaite avoir quelque chose qui est beaucoup plus démocratique, beaucoup plus accessible, beaucoup mieux répandu dans toute l'infrastructure qu'on a déjà disponible. Et en plus, s'il y a des doutes à propos de la santé, eh bien la lumière, il n'y a pas de doute, ça fonctionne sans faire des dégâts. Heureusement, je crois que nous avons cette opportunité de pouvoir offrir des options à la clientèle, des options aux communautés et aux sociétés, et c'est ça ce qu'il faut faire. On ne peut pas imposer un standard, il faut donner des options, et je crois que le Wi-Fi sera une option démocratique très intéressante. En plus, une fois que vous êtes connecté avec le Wi-Fi, on ne peut pas vous acquérir. Ok, ok, très bien. Alors, tout à l'heure, alors j'ai repris alors je dis qu'il faut se libérer d'être employé, mais finalement, par ennui à cause du coronavirus, je suis retourné travailler en tant qu'employé, en tant que grutier. Et donc, je suis tout en haut des grues et tout à l'heure, je voyais tous ces immeubles où sur le toit des immeubles, en fait, il n'y a rien. Alors qu'ils pourraient très bien faire, utiliser ce terrain qui est finalement très grand, puisque c'est beaucoup de bâtiments, pour, je sais pas, faire de l'agriculture, faire des choses, en tout cas utiliser ce potentiel, cette place qui traîne là, qui ne sert à rien, alors que c'est sur des bâtiments à 8 ou 10 000 € le mètre carré. Et donc, je me disais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités dans la vie pour faire des choses. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, tu venais en France. Ce sera d'ailleurs ma dernière question. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. Mais que tu venais en France faire un tour de plusieurs villes. Alors, il me semble que tu fais ça avec Idriss Aberkan. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être l'occasion, peut-être, aux personnes qui nous écoutent maintenant, de venir vous soumettre des projets à impact bénéfice pour l'environnement. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton tour de France, un peu le concept, que ce que vous allez y faire et qui vous allez rencontrer? Alors, ça démarrait avec un tweet. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui a dit, monsieur, j'aimerais bien déjeuner avec une un jour. Et je viens où vous êtes, et je viens avec Idriss, et on vient déjeuner. Tout d'un coup, ça fait un peu coup de foudre. Il y a 60 comités qui ont été créés, et avant que je savais, j'avais déjà un tour de 3 semaines, voyage extraordinaire en France pour libérer les Français de l'inaction, je dirais, et pour permettre aux Français de s'imaginer des projets. Mais comme tu le dis, Matthew, les gens ont des idées, les gens sont intelligents, les gens ont déjà eu quelques semaines de réflexion qui permettent quand même de s'imaginer quelles sont les initiatives qu'on pourrait entreprendre maintenant avec des résultats à très court terme. Et je crois que c'est ça ce que nous souhaitons faire, rencontrer des gens et de rajouter les idées avec les expériences et les cas concrets que nous avons, qui ont déjà fait la preuve, et de les adapter dans chaque environnement, chaque village, chaque ville, chaque quartier où nous serions. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà, on va passer une journée dans une ville, un village, on va rencontrer les jeunes, les chômeurs, les gens avec des idées, les notables, euh, on va rencontrer les responsables, les financiers. Bien entendu, il faut le faire dans les conditions qu'on nous permet de le faire. Peut-être il faut se limiter à 12 personnes par réunion. Peut-être on ne peut pas faire des grandes conférences. Mais en tout cas, on va rencontrer les gens dans leur situation actuelle et réelle, et on va faire un dialogue sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Et le but est de terminer chaque visite avec un plan d'action. Je crois que les gens ont ras-le-bol qu'on leur dise qu'ils doivent faire, les distances qu'ils doivent maintenir, et toute la logique de contrôle dirigiste. Je crois que les gens souhaitent se libérer aussi de faire des choses pour le bien commun, pour le bien de leur famille et pour s'épanouir quand même après ce confinement. Et le but est d'arriver à la fin de la journée
avec un portefeuille d'opportunités et on va trancher. On va dire, voilà, ce sont les 12, 15, 20 portefeuilles, 20 idées que nous avons repérées dans notre portefeuille. Alors on va faire un focus, on va focaliser sur 3, 4, 5 projets qu'on peut démarrer demain. Et après 20 jours de voyage, de visite et de dialogue, nous arriverons à Paris avec un portefeuille de plus de 200 projets. Nous proposons plus de 200 projets. Quels les Français sont en réaliser qu'on arrive, la périphérie a déjà pris l'initiative, déjà d'initiative concrète, et je crois que c'est comme ça qu'on va transformer la France, l'Europe, en démarrant de la périphérie, et alors en réclamant au centre du pouvoir qu'on nous laisse faire. Parfait, super bon plan. Alors, je mettrai dans la description de la vidéo peut-être un lien. Vous avez probablement un site ou quelque chose qui va être créé, ou en tout cas peut-être une page Facebook. Donc, comme ça, les gens pourront éventuellement suivre et puis venir proposer leurs idées que vous voulez soumettre. Merci beaucoup, Voilà, Gunther. tu coordonnes ça avec Robin. D'accord, ça C'est marche. avec Robin, Je vais je crois regarder ça que avec lui. Ok. on était à l'attente de la fameuse ouverture de l'aéroport de Bogota Mhm. pour pouvoir commencer à planifier, mais il y a déjà un planning à 90% prêt. Ok. C'est assez fascinant. Il y a même plusieurs invitations qui sont venues de Luxembourg. Hein. Ah ouais. Bon. Je crois qu'on fait un petit pré ou un petit après-visite Tour de France à Luxembourg. Ah ok, ben on se croisera là alors. Ok? Ok, super. Je te remercie beaucoup pour cette interview. C'est super sympa de ta part. Make you. Il est l'heure d'aller Bien, manger. Alors je te laisse. je te souhaite extraordinaire journée encore. Merci, À toi aussi. bientôt.